Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui mêle professionnel, familial et sujet personnel puisqu'on va parler de la reprise d'une entreprise familiale. Et pour en parler, j'ai aujourd'hui à mes côtés Pierre Bonfond et David Rémy, notaire et porte-parole de notaire.be. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Merci, bonjour. Merci, bonjour. Vous écoutez Notaire Eco, une initiative de notaire.be. Alors Pierre, je vais commencer par toi. Donc, la TRTC Bonfond, c'est une entreprise qui est active dans le domaine des impétrants et qui emploie maintenant une centaine de TP. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que vous faites précisément et l'historique de la société ? Tout à fait. Donc effectivement, on est actif dans la pose d'impétrants depuis 1960. Donc nous réalisons les connexions de tous les réseaux souterrains pour que les citoyens, les entreprises, les hôpitaux et autres aient accès à l'électricité, l'eau, le gaz, la fibre optique. Donc on est actif en région liégeoise et luxembourgeoise. On est situé à Ferrières ainsi que sur Liège. Et comme vous avez dit, on est aujourd'hui 100 personnes, 85 ouvriers, une douzaine d'employés et la direction. Donc mon grand-père a démarré en 1960 l'entreprise avec son frère, avec une pelle et une pioche. Donc il n'avait pas, comme aujourd'hui, le matériel pour travailler. 20 ans plus tard, donc en 1980, c'est mon papa et ses 3 frères qui ont repris l'entreprise. Et avec mon cousin, en janvier 2020, on a racheté les parts de mon papa et ses 3 frères. Donc au fur et à mesure des années, l'entreprise a grandi pour atteindre aujourd'hui une centaine de personnes et environ 14 millions de chiffres d'affaires annuels. Et donc, la société, donc il y a une transmission vraiment de 2 générations. Là, oui. Vous êtes une génération, vous êtes 7 cousins, cousines. Comment est-ce que la transmission s'est décidée ? Comment est-ce que ça s'est déroulé ? En fait, en janvier 2018, on a un collaborateur qui est tombé malade en région liégeoise et je l'ai un peu remplacé au pied levé. Moi, j'étais dans l'entreprise depuis 1 an ou 2, mais je ne savais pas trop vers quoi me diriger. Et donc, je l'ai remplacé au pied levé et c'est là que j'ai vraiment rencontré mon cousin, parce qu'il y a 14 ans d'écart entre nous. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'affinités, une même vision des choses, les mêmes valeurs. Et donc, c'est vraiment là qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler ensemble. Et 1 an plus tard, en mars 2019, on a fait une petite réunion familiale et on a dit qu'on souhaitait essayer de trouver une solution pour reprendre l'entreprise. Et ça a pris 9 mois, donc ça a été assez rapide. Trop rapide peut-être à l'époque, même si aujourd'hui, 4 ans et demi plus tard, je pense qu'on peut dire que tout tourne bien. Mais ça a été rapide, on a fait ça à 2, sans nos autres cousins, cousines. Et voilà. Et donc j'imagine que quand il y a une transmission comme ça, il y a une charge émotionnelle quand même qui est très forte. Comment est-ce que vous avez géré ça ? C'est pas simple. Il y a l'émotionnel du fait de reprendre une entreprise. Donc il y a du stress, il y a de la pression. Il y a une pression financière, il y a une pression qu'on se met à soi-même en se disant il faut que ça tourne. Il y avait 80 familles à l'époque, aujourd'hui 100, mais donc il y a une centaine de familles qui dépendent du travail qu'on va chercher. Il faut que ça fonctionne. Donc il y a la pression financière puisque il faut payer la banque, il faut payer le rachat, tout en faisant tourner l'entreprise comme elle le faisait avant, payer les salaires, payer les investissements. Et puis donc effectivement l'aspect émotionnel, il y a la relation père-fils, puisque mon papa, entre guillemets, j'ai repris son rôle, ou en tout cas j'essaye de le continuer. Et au tout début, j'étais plutôt dans l'optique d'essayer de l'éteindre. Donc c'était plutôt une relation d'égo à égo. Alors 4 ans plus tard, je peux dire que j'ai été en tort, mais sur le moment, on ne se rend pas compte qu'il faut faire un peu la part des choses et pas vouloir tout de suite, quoi. À l'inverse, mon papa, il y avait une 50aine d'années qui fonctionnait comme ça. Donc ça a été difficile aussi pour lui d'accepter que quelqu'un d'autre prenne des décisions à sa place, prenne des décisions parfois à l'encontre de ce que lui aurait fait. Et donc voilà, c'est un aspect hyper important qu'on sous-estime, je pense, dans une reprise. L'aspect financier, on détermine un prix, ça prend, je dirais, ça a pris 1 heure. Et en fait, c'est tout le reste qui gravite autour, qui est compliqué. Il y a aussi le personnel autour, voir comment il va s'adapter, voir comment il va réagir au changement, parce que je pense que les gens sont un peu réticents au changement. Plus le contexte global, puisqu'on a signé le 24 janvier, et 1 mois et demi plus tard, il y avait le Covid. Donc on a connu les 2 confinements, les inondations, les crises énergétiques. Donc à chaque fois lié à ça, des augmentations de coûts salariales, matériaux,
matériel. La mentalité de chacun qui a évolué, et moi le premier, mais on a une autre relation vis-à-vis du travail, donc il a fallu composer avec tout ça. Donc, une reprise familiale, c'est déjà pas simple, mais ajouter à tous ces éléments-là, c'est un sacré défi. Est-ce que vous vous étiez fait accompagner par quelqu'un ? Aujourd'hui, comme j'ai dit, ça tourne, donc c'est pas très grave, mais à l'époque, je pense qu'on aurait dû être accompagné. Mais vu qu'on faisait ça un peu rapidement, puisque ça a pris 9 mois, on n'a pas voulu intégrer un élément, si je peux dire, un élément externe, comme une société qui aurait pu nous accompagner, nous conseiller. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense qu'on prendrait peut-être 2-3 ans pour planifier cette succession et cette transmission, en tout cas. David, je vais me tourner vers toi, du coup, parce qu'on parlait de cette complexité, évidemment, dans la transmission. Comment est-ce qu'en tant que notaire, tu peux accompagner justement les gens dans cette transition pour éviter les conflits, pour enlever cette charge émotionnelle ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Il ne faut pas enlever la charge émotionnelle. On doit justement l'assimiler et la comprendre. Le rôle du notaire, c'est d'accompagner la transmission. C'est d'abord aussi de comprendre les besoins de chacun. Et ensuite, de pouvoir peut-être intégrer cela au sein d'une convention, dans le cadre de la transmission. Ça peut être une donation, ça peut être une cession d'action, voire des ventes. C'est d'essayer d'accompagner le tout pour que la place de chacun soit là où il s'attend d'être. Et c'est vrai que c'est pas facile pour quelqu'un qui cède son entreprise d'être au rêne d'une entreprise et puis après du jour au lendemain, peut-être de ne plus rien être. Maintenant, il y a plein de cas de figure différents. On a parfois des accompagnants, on a des gens qui restent en place pendant quelques années, on a parfois des pères qui justement disent « moi j'ai pas envie, je préfère justement laisser mon fils faire ses armes et qu'il se débrouille tout seul ». Bref, chaque famille est différente. Nous, notre rôle, c'est d'essayer de mettre autour de la table toutes les personnes qui peuvent accompagner à ce changement. Ça peut être un comptable, un réviseur, ça peut être aussi des membres de la famille qui connaissent aussi vos tempéraments et qui peuvent peut-être dire, ça peut être souvent le cas d'une maman ou d'un conjoint, dire écoute, voilà, je sais que c'est pas pour toi, donc arrête de vouloir faire cela. Le but, c'est d'essayer en tout cas que dans l'organisation de la société après, ça soit fluide et que chacun trouve sa place. D'où la nécessité aussi d'adapter les statuts de l'entreprise aux besoins de chacun. Quand vous reprenez par exemple à 2 cousins, est-ce que vous vous faites tout de suite entièrement confiance au niveau financier ? Peut-être que dans un premier temps, on doit prévoir qu'il faut une double signature pour certains engagements. 5 ou 10 ans après, il n'y a peut-être plus besoin, mais au début, c'est parfois intéressant d'avoir ces espèces de garde-fous entre personnes. Et ça, effectivement, c'est le notaire qui peut vous accompagner avec le comptable pour rédiger des clauses de l'acte de soit des statuts de société, soit dans le cadre d'une transmission d'entreprise, dans la donation, pour justement essayer de cadrer un petit peu les choses. Est-ce qu'il y a d'autres garde-fous juridiques auxquels tu penses quand on fait une transmission ? Il y a toute une série d'outils que nous avons à disposition. On a, je l'ai dit, la rédaction des statuts de la société, on a la rédaction d'un acte de donation, mais on a aussi parfois des petits instruments qui sont des pactes familiaux, voire même des conventions d'actionnaires ou même des règlements d'ordre intérieur au sein des conseils d'administration. Quand vous êtes à plusieurs administrateurs, savoir, tiens, comment est-ce qu'on prend une décision ? Je viens de l'organiser avec une société où on avait 2 frères qui se remettaient à charge d'une société. Et au niveau de la communication, on a tout structuré. Et donc, eux-mêmes ont dit, ben voilà, pour n'importe quelle décision, on a un groupe WhatsApp, on se met d'accord, et une fois par mois, on imprime ces conventions. Comme ça, au moins, on sait ce qu'il y en est. On a effectivement des traces. Ça paraît bête, mais c'est vrai que quand on a soi-même géré une entreprise et pas forcément toujours demander l'avis de l'autre, ben c'est intéressant de pouvoir essayer de formaliser les choses. On a aussi ce qu'on appelle des sociétés simples. Ce sont des conventions entre personnes qui mettent en commun des biens, ça peut être des actions de société, des rôles dans certaines administrations ou des gestions d'entreprise, et d'essayer de structurer ça en disant, voilà, comment est-ce qu'on va travailler entre nous ? Et ça, c'est vrai que c'est important pour que ce soit fluide, que chacun trouve sa place et que vous vous sentiez aussi équilibré. Tu disais, il y a quelque temps, avec le Covid, on a peut-être eu d'autres visions des choses, peut-être un allègement de la charge de travail. Peut-être que tout le monde n'a pas la même vision des choses. Que se passe-t-il s'il y en a un des deux qui dit à un moment donné, j'ai envie de faire 4 jours semaine ? Et l'autre dit, moi 5-5. Très bien, que fait-on financièrement ? Comment est-ce qu'on va se répartir le cash flow que l'on aura dégagé ? Ça, ce sont des règles que l'on peut effectivement mettre en place. C'est comment structurer ça entre vous. Oui, pour rebondir là-dessus, effectivement, on a fait un pacte d'actionnaires.
C'est un peu comme un contrat de mariage. Et ce qui est, je trouve, le plus intéressant, c'est qu'on le réalise quand tout va bien. Donc, on le fait en âme et conscience. On a abordé tous les sujets potentiels. Donc, une dispute, pas une petite dispute, une dispute qui pourrait mener à ce qu'un des deux souhaite arrêter. Un décès, une incapacité physique de plusieurs semaines ou de plusieurs années. Le souhait d'arrêter, le souhait de diminuer, comme vous venez de dire. Voir comment on fait si un enfant arrive. Donc voilà, tout ça, ça a été discuté, ça a été mis sur papier. Alors, ce n'est pas parce que c'est figé à l'instant T que ça ne peut pas être adapté ou qu'on ne peut pas y déroger, évidemment. Mais au moins, on a abordé tous les sujets au moment où ça se passe bien. Et je trouve que ça, c'est primordial. Ça nous permet de travailler serein, oui, et de se concentrer à 100% sur le travail. Et là, ça fait 4 ans et demi. C'est vrai, comme vous venez de dire, ça peut être pas mal d'y jeter un coup d'œil 5 ans plus tard. Et c'est vrai que c'est fin d'année, au début d'année prochaine, on pourrait peut-être regarder pour voir si on est toujours sur la même longueur d'onde. Parce qu'au final, le temps passe vite, le monde évolue à une vitesse VV près, mais peut-être qu'on a des sujets qu'on a abordés, on y réagissait d'une façon il y a 5 ans, et peut-être qu'aujourd'hui, on y réagirait différemment. Je viens de le faire effectivement avec 2 personnes qui avaient repris une entreprise il y a 7 ans, et aujourd'hui, ils se sont dit, mais tiens, voilà, si moi, il m'arrive quelque chose, eh bien, j'ai tellement confiance en toi que je veux que ce soit toi qui gères mes parts de l'entreprise et pas forcément mon épouse ou mes enfants, même si je les aime, mais je veux que ce soit toi qui, connaissant l'entreprise, gère cela pour moi. Et donc, on vient de faire ici, par exemple, un mandat extrajudiciaire, c'est-à-dire un contrat qui permet à une personne de représenter l'autre, même si elle n'a plus sa tête. Demain, tu auras un accident, tu serais effectivement en incapacité pendant plusieurs semaines d'exprimer ta volonté, eh bien, on peut toujours faire tourner la société en exprimant tout comme tu l'aurais fait, mais évidemment en devant te rendre compte par la suite. Ce sont voilà des arguments, des instruments qui peuvent permettre de fluidifier les choses et de rassurer, d'être beaucoup plus serein dans le cadre de la gestion de son entreprise. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est intéressant de... Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Vous avez aussi parlé tout à l'heure de montant de signature. C'est vrai qu'au tout début, on ne savait pas trop sur quoi se calquer. Est-ce que, exemple bête, je signe tout ce qui est en dessous de 50 000 et tout ce qui est au-dessus de 50 000, on signe à 2. Donc ça, effectivement, ça a été discuté. Mais je pense aussi qu'il y a un peu d'aspect aussi de confiance, voire beaucoup de confiance. À un moment donné, quand on se lance dans cette aventure-là, il ne faut pas juste un papier juridique de 20 pages qui dit tu signes ça, je signe ça. À un moment donné, il faut se faire confiance. Avec le temps, évidemment, ça évolue. Et il y a des décisions que je prends aujourd'hui, ou que mon cousin prend, et on est persuadé à 100% que l'autre l'aurait pris aussi, tout en sachant évidemment qu'on se concerte pour 99,99% de ces décisions. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous avez déterminé chacun vos rôles, vos responsabilités ? Ça a été simple. À l'époque, donc j'avais 28 ans et mon cousin 40, mais il avait 20 ans d'expérience chantier et moi 2. Donc je pense que les comptes ont été vite faits. L'aspect gestion de chantier, c'était pour lui. Et moi, ça faisait peut-être 10 ou 15 ans que j'accompagnais mon papa. Donc que ce soit à des événements, à des restaurants, rencontrer des clients, des fournisseurs. Et donc j'avais un peu cette fibre-là, j'avais un peu l'habitude. Et puis tout ce qui est... Je veux dire que j'aime tout ce qui est relationnel et discussion, échange, partage, que mon cousin préférera l'aspect chantier et technique. Donc ça a été très simple. Donc, je veux dire que l'aspect de vie, suivi de préparation de chantier, jusque la commande, c'est moi, plus toute la partie commerciale. Puis c'est mon cousin qui prend le relais avec les différents gestionnaires. Et puis la partie financière, on la traite à 2, on l'analyse à 2. On a mis en place un programme de gestion pour avoir un suivi vraiment chantier par chantier. Ça, c'était un peu une lacune de l'entreprise. Je tiens à préciser qu'on a repris une entreprise extrêmement saine, et si on en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à nos papas qui ont travaillé d'arrache-pied toute leur vie. Donc on a repris une entreprise qui était presque au top, et on essaye de l'amener au top en travaillant un maximum. Et donc mettre un programme de gestion, par exemple, a permis de mieux suivre les chantiers, de mieux suivre le financier, de mieux voir là où c'est bon, là où c'est pas bon. Donc voilà comment on a fait pour
répartir nos missions. Et alors, cette transmission familiale, il y a aussi une charge émotionnelle. Est-ce que tu envisages déjà la transmission à tes propres potentiels futurs enfants? Je ne sais pas si tu as des enfants. Ou ton cousin, et s'il y a un autre cousin ou cousine qui voulait intégrer la société, c'est tous des sujets que vous avez déjà abordés? On en a déjà un peu parlé dans le cadre du pacte d'actionnaires et à mon avis dans le cadre des discussions de fin d'année peut-être, puisque moi je n'ai pas d'enfant à ce jour, on en aura peut-être dans quelques années. Donc la question se pose moins pour moi, mais mon cousin effectivement il a 3 enfants de 17 ans, 11 ans et 7 ans. Donc l'air de rien ça passe très vite et donc dans quelques années c'est possible que le premier souhaite l'intégrer, peut-être le suivant, on verra bien. Donc, ce sera à discuter, effectivement. On a une société familiale qui l'est depuis 64 ans. Bah, ça pourrait être quand même pas mal que ça continue. Je pense que notre grand-père doit être fier, nos papas doivent être fiers, nos papas et tontons. Et donc, ça serait sympa si dans quelques années, il y avait encore une continuité. Et puis, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une dizaine d'années entre mon cousin et moi. Et donc, vu qu'il y a un décalage, ça permet on a des stades différents de notre vie. Bon, je schématise, mais dans une dizaine d'années, mon cousin va peut-être se poser la question de comment est-ce que je vois mon futur, ou ma fin de carrière, si je peux dire. Moi, je me poserai moins la question, mais je me dirais peut-être à 42 ans, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui m'accompagnera dans les années à venir. Et donc, ça se prêtera peut-être bien avec ses enfants. Donc, je trouve que ce décalage peut être une force pour la continuité de l'entreprise dans les 2 décennies à venir, 2, 3 j'espère. David, je vais me tourner vers toi parce que quand on parle de transmission familiale, il y a effectivement les moments où ça se passe bien, puis il y a les décalages de génération. Qu'est-ce qu'on met en place pour transmettre en douceur? Je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment des formules miracles pour transmettre en douceur. Par contre, effectivement, un bon dialogue autour de la table, savoir ce que l'on fait, avoir la franchise des chiffres, ça c'est malheureusement beaucoup trop rare, souvent dans les transmissions d'entreprise. On demande à ses enfants de venir, mais on ne sait soi-même pas souvent comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on gagne vraiment, quelles sont les charges. Il ne faut donc pas hésiter, comme tu l'as mis en place, d'avoir un programme de gestion pour pouvoir avoir vraiment un monitoring de son entreprise, parce que c'est par les chiffres que la génération suivante va aussi dire est-ce que ça me convient, est-ce que j'ai envie de le faire. On est dans des années où par exemple les coûts ont augmenté énormément, les marges peuvent diminuer aussi, et donc est-ce que c'est encore rentable, est-ce qu'on a envie d'être sur le même profil de l'entreprise? C'est chacun qui doit pouvoir se mettre à sa place et non pas être obligé de reprendre une entreprise parce qu'on nous l'a demandé. On a parfois cette pression familiale au sein d'entreprises de plusieurs générations où les enfants se disent « je ne peux pas faire autrement que de reprendre l'entreprise ». Et mon rôle, c'est souvent de dire « est-ce que tu veux faire la même chose que ton père, ton grand-père, ou est-ce qu'éventuellement tu veux développer autrement l'entreprise ?» Voire peut-être même dire « c'est pas fait pour moi ». J'ai un ami à qui son père lui a dit « tu reprendras l'entreprise ». Il l'a repris après 4 ans, il a regardé son papa, il lui a dit « écoute, ça gagne, oui, mais c'est pas pour moi, j'aime pas ça. Je préfère que mes frères reprennent l'entreprise. » Et lui est parti dans autre chose. Il est très heureux. Le papa au début a eu un petit peu mal, mais je pense que c'est essentiel que chacun puisse aussi se positionner. C'est comme ça qu'on aura des choses qui se font en douceur et non pas des fractures, parce que c'est un peu ce qui se passe dans des entreprises où on force à la reprise, c'est qu'à un moment donné, il y a parfois un clash familial, des entreprises qui peuvent péricliter, ça c'est un peu dommage. Et en tant que notaire, tu vois, pour faire cette part des choses justement qui peut être très compliquée, est-ce que toi tu te positionnes comme médiateur alors ? Alors, j'ai la chance d'avoir pu suivre une formation de médiation familiale, mais aussi commerciale, ce qui me permet de pouvoir aussi essayer d'utiliser mes techniques de médiation pour pouvoir mettre en place toute une série d'interactions entre les personnes. Justement, je leur demande, mais quels sont vos besoins ? Et que chacun s'écoute. En fonction de l'écoute et de savoir ce que l'autre veut, on peut mettre en place des éléments, on peut mettre en place des structures ou positionner chacun peut-être à des places différentes que ce qu'on attendait au départ. Donc oui, la médiation était pour moi en tout cas un outil essentiel, l'écoute, mais aussi inviter à se faire accompagner par d'autres professionnels, que ce soit
des personnes du chiffre, que ce soit un réviseur d'entreprise également, un fiscaliste. Dans certaines entreprises, c'est essentiel aussi, parce qu'on parle ici d'entreprises en Belgique, mais on a parfois des entreprises qui ont des interactions avec l'étranger. Ça a beaucoup de répercussions. Donc, avoir toutes ces personnes autour de la table en amont, comme tu l'as dit tout à l'heure, préparer pour envisager éventuellement même le pire, pour qu'on ait aujourd'hui le meilleur et que tout soit en tout cas en place ou qu'on essaye d'organiser un petit peu le tout. Et alors ici, la transmission s'est faite de manière naturelle, mais imaginons que le papa de Pierre n'avait pas transmis sa société. Qu'est-ce qui se passe alors après le décès s'il n'y a pas de transmission qui a été mise en place ? Le décès, évidemment, est un événement malheureux, mais au niveau de la transmission d'entreprise, cela ne change pas grand-chose, sauf une précipitation. On a un décès qui peut être soudain, demain tu décéderais, on devrait trouver des solutions. Lors de la transmission par suite de décès, on a juste donc une accélération du tempo. Mais on a d'une part des mécanismes de faveur fiscale pour la transmission d'entreprise familiale, puisqu'on a encore du taux zéro qui peut effectivement être d'application, ce qui est intéressant, pour autant qu'on maintienne l'emploi, la structure, etc. Et donc, parfois, j'ai des enfants qui reprennent par suite de succession, mais qui confient la gestion à certains d'entre eux, voire même à un directeur technique. Ça peut être un employé de longue date, un cadre de l'entreprise, qui va, lui, prendre un peu plus les rênes de l'entreprise pour continuer. Parce que peut-être que les enfants n'ont pas la maturité, ne connaissent pas l'entreprise, et le temps de cette transmission, de ce passage de flambeau, eh bien, on peut organiser des choses. Le problème, c'est qu'on agit un peu plus en urgence, parce qu'on ne peut pas se permettre, comme dans le cas d'une transmission, d'avoir, bon, chez toi ça a été facile, 9 mois, mais la plupart du temps, c'est 2 à 3 ans. Et là, malheureusement, par suite d'un décès, on a souvent entre 6 et 9 mois pour pouvoir tout organiser, ce qui est plus court. Et quelles sont les possibilités pour transmettre ? Parce qu'il y a la donation, il y a la vente. Qu'est-ce que tu recommandes ? Moi, je ne recommande rien. Je me dis qu'il y a plusieurs pistes de solutions. Nous avons, oui, la donation. Ça, c'est quand on veut le faire de son vivant. C'est souvent intéressant quand on veut aussi accompagner, que l'on veut le faire en toute transparence et en ayant aussi le sentiment d'avoir fait bien les choses comme il faut et en ayant la satisfaction de voir la génération d'après prendre son envol avec cet outil. On a la vente. Là, c'est quand l'entrepreneur souhaite obtenir du cash. C'est aussi intéressant pour des raisons fiscales, parce que donner une entreprise à certains enfants, c'est bien, mais quand on en a d'autres, il faut aussi pouvoir faire les parts des choses. Et souvent, c'est pas facile parce que l'entreprise a une valeur importante, mais peut-être pas suffisamment de cash flow permettant de dégager quelque chose pour donner à d'autres enfants. Souvent, en outre, on a tout mis dans son entreprise. Et donc, quand j'ai 2 enfants, qu'il y en a un seul qui reprend une entreprise, imaginons évaluée à 4 ou 5 millions d'euros, comment est-ce que je fais pour équilibrer vers l'autre enfant ? Donc, il y a toute une série de processus et chaque famille est différente. Donc, il y a des familles où j'organise des donations à tous les enfants qui travaillent ensemble. Il y a des sociétés où les enfants travaillent ensemble, mais certains travaillent un peu plus. Eh bien, c'est pas grave, on le rémunère un peu plus. Ou on lui attribue chaque année un peu plus d'actions parce qu'il a développé l'entreprise, alors que les autres, entre guillemets, se sont contentés de se laisser vivre dans l'entreprise. On a aussi des solutions de vente où certains enfants achètent les parts au papa qui, lui, dispose de cash flow, qui peut effectivement donner aux enfants, voire même faire d'autres montages fiscaux. Bref, on a toute une série de cas possibles. Le dernier, c'est la succession. Là, évidemment, c'est non choisi. Et là, c'est un peu plus problématique parce que souvent, on n'a rien préparé. Donc, la meilleure option, c'est d'anticiper. Maintenant, que ce soit une donation ou une vente, ça va dépendre aussi des liquidités propres à celui qui transmet l'entreprise et aux possibilités de ceux qui reprennent. Comment est-ce que ça s'est passé chez toi ? Est-ce que ça a été une transmission par donation, par achat ? Est-ce que la valorisation s'est faite entre vous ou par un homme de chiffres ? Donc mon cousin et moi, on est passé par un rachat d'entreprise. On a créé une holding à nous deux pour racheter les parts de la holding de mon papa et ses 3 frères. C'est notre réviseur d'entreprise qui a évalué un montant de transactions et puis forcément ça s'est discuté en famille. Et derrière, chaque papa faisait entre guillemets ce qu'il voulait de son argent. Et c'était un peu ça l'objectif cherché puisque nous étions 2 cousins sur les 8 cousins cousines en tout à reprendre l'entreprise. Donc on ne pouvait pas se permettre de passer par une donation pour les raisons que tu
tu viens d'évoquer. Et une fois que le processus de transmission a été mis en place, comment est-ce que ça a été accueilli dans l'entreprise? Est-ce que ça a été une source d'angoisse ou alors c'est une continuité et dans une entreprise familiale, on se dit voilà, l'ADN reste, donc tout est fluide? De ce que j'ai pu ressentir, je pense que le personnel a eu probablement un peu d'angoisse, puisque dès qu'il y a du changement, on se pose un peu des questions. Et puis comme j'ai expliqué, on a eu un peu des soucis d'ego avec mon papa. Et donc le personnel ne sait pas trop vers qui se diriger au début. Est-ce que je vais vers l'ancien patron? Est-ce que je vais vers le nouveau patron? Donc je pense que ça a été compliqué au début. Et puis on a dit qu'on allait mettre un programme de gestion en place. Donc on se dit, c'est une charge de travail en plus. On a dit qu'on allait changer toute la communication. C'est une charge de travail en plus. Pour information, on est 4 ans plus tard et on entame seulement l'aspect communication. Donc on va revoir l'identité graphique, le logo, site internet, réseaux sociaux. Donc comme quoi, il ne faut pas vouloir faire tout en même temps. On a changé les bureaux, on a acheté un autre bâtiment à Grasse-Sologne pour agrandir les bureaux de Grasse-Sologne parce qu'on a 2 sites différents. Donc on a fait beaucoup de choses en même temps. Et donc je pense qu'au début, ça a dû être perçu particulièrement. Mais voilà, il faut croire en soi, il faut foncer, il faut y aller. Il faut savoir que 3-4 mois avant de signer le rachat, j'ai eu une discussion avec mon papa qui me disait ne reprends pas. C'est trop compliqué. C'est trop de travail, c'est trop de tracas, c'est trop de difficultés. Je pense que là, c'était vraiment le papa qui parlait à son fils, le papa qui a peur, et pas l'ancien gérant. Donc ça veut dire qu'au mois de septembre, 3 mois avant, j'aurais pu laisser tomber, quoi. Mais là où je veux revenir, c'est qu'il faut croire en soi. Quand on est motivé, quand on a un objectif, il faut foncer. Il ne faut pas écouter ce qu'on dit, il faut foncer, il faut croire en soi. À partir du moment où la banque dit on peut y aller, où les assureurs disent on peut y aller, c'est une super opportunité, et puis au moment où le notaire dit on va mettre tout ça en place pour que ça se passe bien, il faut y aller, quoi. Ce sont vraiment les 3 personnes de confiance pour moi, un banquier, un assureur et un notaire. Ils sont là pour accompagner, ils sont là pour, comme tu as dit tout à l'heure, préparer au pire. Et quand tout est mis en place, ça roule. Il faut bosser, il faut avancer et croire en soi. Et voilà. Et quel a été le rôle du notaire dans votre transmission? Je dirais surtout le pacte d'actionnaires, puisque c'est lui qui nous a... Enfin, pour moi, un pacte d'actionnaires, c'était 2-3 pages qui dit voilà, on fait comme ça, on fait comme ça. Le nôtre, il en fait 24. Donc c'est bien la preuve qu'il y a beaucoup d'éléments et d'aspects auxquels on ne pense pas du tout. Donc nous, ça a vraiment été ce poids-là. Et je le dis toujours, moi j'ai un notaire, je voudrais absolument aucun autre. Il a 32 ans, il est top. Mon papa, il a l'associé de ce notaire-là et il ne voudrait personne d'autre. C'est vraiment une personne de confiance. Moi, je l'appelle et je lui parle de plein de sujets et il me conseillera toujours et je lui dis parfois tu exagères, mais il verra toujours le pire et il dira voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si tu prépares ça, si tu te couvres de ça, s'il y a une clause pour ça, si ça tu le rejettes, derrière c'est quoi le risque? C'est que le monde s'effondre, mais voilà. Mais si tout est préparé à l'avance, pour moi il n'y a pas de risque. Et donc ça c'est vraiment le rôle du notaire. Et voilà, moi je tiens à remercier vivement le mien parce que je pense qu'il nous a beaucoup aidés pour en être là aujourd'hui. C'est trop chouette comme message parce que c'est exactement ce que nous on ressent. C'est d'être là pour les gens, mais à l'écoute des besoins, des difficultés. Et énormément de clients m'appellent en me disant écoute, c'est pas pour un acte, je te pose la question, qu'est-ce que tu ferais? J'ai posé la question à mon comptable, lui me conseille ça, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est vrai que c'est chouette d'accompagner une famille depuis plusieurs années parce qu'on commence à se connaître, à se sentir. Et parfois, le rôle du notaire, c'est justement ça, c'est de rassurer les gens en disant oui, il peut y avoir des difficultés, ne les oublie pas, mais il y a des solutions à cela, ou fais attention. Et la plupart du temps, on n'est pas là pour effectivement avoir un acte qui est généré, c'est parce que nous souhaitons avoir cette relation de confiance et accompagner les personnes
parce qu'il y a la société, mais demain tu vas te marier, on devra penser à faire des choses parce qu'il y a la société, tu auras des enfants, on se dira attention, si jamais tu décèdes, qu'est-ce qu'on fait de ta société, qui va la gérer, etc. C'est justement cette connaissance du tout, de toute la composante familiale, mais aussi du patrimoine, pour pouvoir organiser le tout au mieux et qu'il y ait le moins d'anicroche possible entre tous ces éléments. David, je vais te laisser le mot de la fin. Quel serait le conseil que tu donnerais à un repreneur d'une société familiale ? Le conseil que je donnerais, même si je n'ai pas accompagné non plus énormément d'entreprises, c'est de discuter déjà avec ceux qui cèdent l'entreprise, avec ceux avec qui tu vas reprendre l'entreprise, mais aussi avec l'entourage familial. Discuter de ses besoins, de ce que l'on souhaite, et de se faire entourer par un maximum de personnes. On parlait du comptable, on parle du notaire, ça peut être le fiscaliste. J'ai même des sociétés qui ont été avec des médiateurs familiaux pour mettre autour de la table aussi le conjoint, parce que dire je vais reprendre une entreprise, chérie, pendant 50 heures par semaine, tu ne me verras plus, ça a aussi un impact. Et donc il y a parfois des choses à organiser aussi de ce côté-là. Donc l'écoute et la préparation. Eh bien, c'est bien noté, on enregistre ça. Je retiens donc se faire accompagner, se faire entourer, le dialogue. Et merci beaucoup à tous les deux. Avec Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. N'oubliez pas de le partager, de vous abonner et de nous dire tout ce que vous en avez pensé en commentaire.